Je suis M. Brice Itoa, je suis entrepreneur et élu local de la ville de Pointe-Noire, membre du Parti congolais du travail. Monsieur Brice Itoa, vous avez dit tout à l'heure que 2024 a été donc déclaré par le président de la République année de la jeunesse. Année de la jeunesse. Comment vous avez apprécié cette politique du président de la République pour cette année? Bien, il faut d'abord rendre hommage au président de la République qui a décrété 2024 comme étant l'année de la jeunesse. Et parce que, évidemment, il veut remettre la jeunesse au centre de toutes les préoccupations. Parce qu'on le veuille ou non, la jeunesse aujourd'hui représente la couche la plus active. Et il va sans dire que cette jeunesse est confrontée à la problématique du chômage et de toutes les autres pesanteurs pendantes que nous constatons aujourd'hui. Et donc le président de la République, en décrétant 2024 année de la jeunesse, a voulu donc remettre au centre de toutes les préoccupations de notre exécutif cette préoccupation qui nécessite que toutes les initiatives soient prises pour essayer quand même de donner une réponse à cette lancinante préoccupation du chômage des jeunes et tous les espoirs que nous plaçons aussi en ce que l'avenir soit désormais un peu plus réactif. Alors, justement, parlons du chômage, 2024, année de la jeunesse. Le gouvernement a fait un certain nombre de promesses. L'une d'entre elles a fait particulièrement faire réagir les Congolais. La promesse des 100 000 emplois en 2024. Pensez-vous que le gouvernement sera capable de relever ce défi? Bien, pour moi, je pense que la bonne approche qu'il va falloir avoir, c'est de prendre cette promesse des 100 000 emplois sous un angle d'optimisme, en disant que ce n'est pas en une année que tout cela peut être créé, mais c'est en mettant en place des mécanismes qui vont concourir à faire de sorte que toutes les initiatives prônées par le gouvernement qui concourent à la création des emplois, que toutes ces initiatives-là puissent être matérialisées et pour que, crescendo, que nous allions vers évidemment la concrétisation de ces emplois. Alors, vous savez, ici au Congo, ce ne sont pas des opportunités ou des initiatives qui portent espoir qui manquent. Vous savez, le Congo aujourd'hui est entré dans une dynamique de multiplication de partenariats avec l'adoption de la loi sur les PPP. Ce sont, disons, beaucoup d'entreprises internationales qui s'intéressent à la destination Congo. Donc, par le biais de la coopération, il y a pas mal d'initiatives qui sont menées et qui concourent à attirer vers le Congo les investisseurs. Et je pense que ce volet-là est un levier puissant qui peut permettre à ce que, évidemment, plus nous rendons visible la destination Congo au plan international et plus des investisseurs étrangers s'intéressent à nos destinations, font des promesses d'investissement, dont il ne revient qu'à nous de saisir donc la balle au bon pour essayer de les concrétiser. Alors justement, quand vous parlez des investisseurs étrangers, des pays étrangers qui collaborent justement avec le Congo, il y a un pays particulièrement qui fait débat dans l'arène politique congolaise. Il s'agit du Rwanda, un pays avec qui on collabore à travers le ministère de la Coopération internationale. Comment on est arrivé là, cette collaboration-là très intense que nous avons avec le Rwanda? Bien, il faut d'abord situer la chose dans son contexte. La volonté de hisser la coopération Congo-Rwanda à un certain niveau est d'abord une vision des deux chefs d'État, à savoir leurs excellences, le président Denis Sassou Nguesso et le président Paul Kagame du Rwanda. À leur niveau, ils impulsent une dynamique dont il ne revient qu'à chacun des acteurs, donc à chacun des membres de l'exécutif, de concrétiser sur le terrain ces directives. Il faut rectifier une chose, ce n'est pas le ministre Denis Christel comme tel qui se lève
pour aller quérir le Rwanda pour dire que non, bon voilà, venez investir au Congo, moi je vous loue des terres. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est ce qui s'est dit justement. Non, non, mais justement. C'est lui qui emmène les Rwandais au Congo. Non, 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 non. Si c'est dit comme ça, je dirais que c'est même réducteur. C'est un argument ou une affirmation de trop qui n'est pas de nature à honorer logiquement les Congolais qui sont quand même d'une certaine rigueur intellectuelle. Il faut plutôt dire que la résultante de la coopération Congo-Rwanda, impulsée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son homologue rwandais, a abouti donc à la signature de plusieurs partenariats qui ont été matérialisés lors de la visite qu'a effectué le président rwandais au Congo, par la signature de plusieurs accords. Ces accords sont variés et ne sont pas essentiellement axés sur le domaine agricole, mais vers d'autres secteurs. En ce qui concerne le volet agricole, il faut savoir une chose, c'est que le président de la République aujourd'hui a opté pour une agriculture d'envergure. Investir dans le domaine agricole nécessite aussi qu'il y ait des moyens conséquents qui soient alloués. Alors, aujourd'hui, ayant opté pour booster notre économie dans divers secteurs, et notamment dans le secteur agricole qui est un secteur très porteur, mais qui malheureusement nécessite aussi qu'il y ait des investissements colossaux. Il y a eu des partenaires qui ont exprimé le vœu de s'allier avec d'autres partenaires congolais pour disposer certainement des espaces arables pour y développer un certain nombre de cultures. Le gouvernement congolais, toujours dans le cadre de sa politique d'hospitalité prônée par le président de la République, a jugé opportun de donner suite à cette velléité exprimée par nos partenaires rwandais, de s'allier avec des partenaires congolais pour être dans une vision d'exploitation des terres, non pas au profit exclusivement du Rwanda, mais au profit de la République du Congo, parce que les partenaires qui viennent, ils viennent avec des capitaux, mais ils ne viennent pas avec la main-d'œuvre, qui logiquement est à recruter au sein de la sphère congolaise. Bon, mais lorsque les gens disent aujourd'hui que oui, le Congo a cédé... Justement, il y a une incompréhension de l'opinion sur cette question. Oui. Certains parlent de vente, certains parlent de cession. On ne comprend pas. Il s'agit de quoi exactement? Mais plusieurs fois, mais le Premier ministre l'a expliqué, le ministre de la Coopération et du partenariat public-privé a eu à le dire. Mais pourquoi les Congolais n'ont pas le droit d'avoir ce document, cette coopération qui nous lie au Rwanda, justement? Mais les accords, notamment les accords agricoles, ont été rendus publics. Lorsque les gens disent que oui, il y a un volet de ces accords qui n'est pas publié, mais moi je pense qu'à mon avis, c'est un non-sens, parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, lorsque le Premier ministre du gouvernement, lorsque le ministre de la Coopération, qui est l'un des acteurs qui ont contribué à la matérialisation de ces accords, donne une version des faits, moi je pense qu'il n'y a plus lieu de faire polémique. Bon, lorsqu'on parle d'une partie du territoire qui aurait été cédé aux Rwandais, alors moi je pense qu'à mon avis, c'est même aller aux antipodes de la vision de notre président de la République, qui de tout le temps s'est toujours battu pour que le Congo soit cet État souverain qui coopère avec tous les États africains, restant dans le cadre stricto sensu du continent africain, et qui a toujours développé à l'endroit des autres États membres de l'Union africaine des relations de bon voisinage, de coopération, une coopération gagnant-gagnant, qui fait de la négociation ou de la diplomatie la voie royale par laquelle se résolvent des conflits.
Mais est-ce que vous ne comprenez pas les Congolais qui sont justement très inquiets quand on connaît la réputation de nos amis rwandais, quand on voit que ce pays-là est accusé par notre voisin immédiat, la République démocratique du Congo, d'envahir l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous ne comprenez pas l'inquiétude des Congolais sur cette question justement? Non, je pense que l'inquiétude des Congolais a relativisé. Parce que nous avons au Congo ici une très forte colonie rwandaise, hein, qui séjourne chez nous depuis 1994, donc depuis la période du génocide. Alors, ils étaient des milliers et des milliers. Ils y sont même repartis sur toute l'étendue de notre territoire national. Mais je pense que les Rwandais n'ont jamais été fichés au Congo comme étant orientés vers le grand banditisme. Et je pense que le Congo, qui propose des bons offices pour qu'il y ait toujours le dialogue qui prévalent dans la résolution de ce conflit entre les deux pays, donc la RDC et le Rwanda, ne peut jamais, alors surtout pas le Congo du président Denis Sassou Nguesso, est une base arrière qui va contribuer à déstabiliser la RDC et par ricochet le Congo. Je ne le pense pas. Il faut avoir à l'esprit, c'est que l'esprit de ces accords ne va pas faire du Congo un terreau où vont débarquer des légions de Rwandais. C'est faux. Il est bien dit que les investisseurs qui s'intéressent au Congo, ils vont créer des sociétés de droit congolais. Ils vont travailler essentiellement avec la main-d'œuvre congolaise. Les fameuses terres dont on parle, ou dont on dit qu'elles ont été cédées au Rwanda, elles n'ont pas été cédées, comme je peux dire, ou elles n'ont pas été vendues. Elles ont été données à titre gratuit. Parce que quelque part, ces sociétés vont apporter leurs capitaux et vont travailler avec les Congolais pour essayer de matérialiser un certain nombre de projets. Alors, dire que une partie du territoire aurait été cédée aux Rwandais, que ceux-là, ils vont venir certainement construire même des colonies de cantonnement, comme je l'entends dire, des immigrés renvoyés de l'Allemagne et plutôt de l'Angleterre. Je pense qu'à un moment donné, il y a une manipulation de notre opinion. Voilà. Il va falloir donc essayer de restituer des choses dans leur contexte pour ne pas que ce genre de manipulation aille crescendo. Mais moi, je ne sais pas pourquoi l'opinion se focalise sur le cas particulier du Rwanda. Parce qu'avant le Rwanda, il y a d'autres pays qui ont obtenu plus ou moins les mêmes avantages en matière foncière ici au Congo, mais qui développent, disons, leurs activités de façon sereine. Nous avons des Sud-Africains qui sont ici, qui sont détenteurs d'une portion importante des terres dans la Bouenza. Nous avons des Malaisiens qui sont détenteurs d'une grande étendue de surface forestière dans la Likwala. On a des Namibiens qui avaient obtenu des mêmes avantages au niveau de la localité de Ludima, je crois, et bien d'autres. Ils sont dans la cuvette, ils sont dans ceci. Mais ces avantages leur ont été concédés dans le même esprit. Ce sont des concessions qui ne s'apparentent nullement à des cessions. C'est peut-être la réputation du Rwandais quand on sait que... Non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être prendre le Rwanda comme étant un partenaire qui, sur le plan économique, est quand même au cœur de plusieurs initiatives qui, aujourd'hui, laissent à désirer que ce partenaire-là est quand même assez sérieux. Je passe outre d'autres considérations. Moi, il ne revient pas à moi de m'immiscer dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda. Et je pense que non, les Rwandais, en venant investir au Congo, ont à cœur que le peuple congolais, c'est un peuple souverain qui ne se laissera pas, à un seul instant, intimider par des actions de quelque nature que ce soit. Il faut plutôt relativiser en disant que non, si le président de la République, qui développe des relations fraternelles et amicales avec son homologue rwandais, décide d'hisser notre coopération économique à un certain niveau, il va donc sans dire qu'il mesure pleinement la portée
de cette décision. Alors, il y a un certain point de vue dans l'opinion, puisqu'on parle de ce qui s'est dit sur Internet, dans les Nganda et autres. Il y a une certaine opinion qui s'est dit dans notre pays que, justement, le ministre de la Coopération internationale veut s'appuyer sur les Rwandais, justement, pour prendre le pouvoir. Non, mais c'est un non-sens. Mais parce que, d'abord, le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso n'a jamais dit à quiconque qu'il était conduit, prétendait à une quelconque... ou disons qu'il prétendait à la magistrature suprême chez nous, c'est faux. On a toujours prêté cette ambition. Non, mais c'est une intention mais qui n'engage que ceux-là qui la colportent. Cette ambition n'est plus d'actualité? Il n'a jamais dit à quiconque qu'il était candidat à quoi que ce soit. Et puis, en parlant de cette question de succession, je pense qu'on met même la charrue avant les bœufs. Parce que nous avons un leader qui, jusque-là, continue à conduire avec dextérité le navire Congo. Peu importe certaines faiblesses que nous pouvons peut-être constater dans certains domaines, puisque les gens le disent, on ne peut pas dire que tout est parfait. C'est l'œuvre humaine, elle est perfectible, elle n'est pas parfaite. Mais je pense que le président Denis Sassou Nguesso, pour nous, est encore l'homme qu'il faut pour que, voilà, que nous affrontons l'horizon 2026. Et ça, nous ne laisserons pas manipuler. Alors, si le président de la République décidait de ne pas être candidat en 2026, est-ce que M. Denis Christelle Sassou Nguesso serait il ne revient pas à moi de répondre à une telle question. Vous êtes proche de lui, vous pouvez savoir. Oui, mais je ne connais pas ses intentions dans ce sens. Je ne peux pas aujourd'hui dire que oui, il a une velléité d'être candidat quelque part. Et puis pour moi, cette question ne doit pas se poser parce que le président de la République a encore des coups de franche et nous ne le cachons pas. Pour nous, c'est l'homme idéal tant qu'il a encore de l'énergie et comme nous le constatons, qui peut toujours continuer à mener ou à nous représenter pour la suite de sa mission. Donc pour moi, cette question de succession ne se pose pas. Monsieur Brissitoa, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Vous êtes donc un homme politique, membre du Parti congolais du travail, libre penseur. Vos ambitions politiques, vous êtes actuellement conseiller municipal et départemental. Est-ce que vous prévoyez aller plus loin que ça, par exemple, non. Être député? Je n'ai pas... Mes ambitions se limitent à ce que j'ai à la portée de ma corde à l'âge. Je suis conseiller départemental et municipal. Je reste là. Et puis, monter au gouvernement? Non, je n'ai pas une telle ambition. Être investi il ne revient pas à moi de me faire harakiri. Ça, rassurez-vous, M. Ismaël Ngatié. Moi, je suis pour que nous vivons pleinement, nous en tant que Congolais, dans une parfaite symbiose, même si nous avons des opinions qui diffèrent, mais que les vecteurs de la division, que ces politiciens véreux qui font de la manipulation politicienne le pin dorsal de leur action. Vous parlez là de certains de vos membres, de vos camarades? Non. Écoutez, les critiques qui fusent ne viennent pas forcément du camp de la majorité. Non. Moi, je ne connais pas du côté de la majorité qui ouvertement se sont prononcés contre ces accords. Je vais plutôt du côté d'une certaine opposition. Ces gens-là qui véhiculent ces discours véhéments d'annexion du Congo, de bradage de notre souveraineté, et tout ça, c'est de l'utopie. Et moi, je peux vous dire que le Congo de Denis Sassou Nguesso, le président qui s'est toujours battu pour que le Congo soit cette nation qui prône la coexistence pacifique entre les États, qui fait du dialogue et de la diplomatie, des voies royales pour régler des conflits, que ce n'est pas ce Congo qui va être servi de base arrière pour déstabiliser nos États voisins. Je pense que c'est ça. Ceux qui sont dans cette logique-là, ce sont certainement des populistes qui veulent avoir des terreaux, pour, par le moyen de la démagogie, pour avoir des bonnes grâces auprès de l'opinion. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de notre entretien. Si vous avez un mot de la fin. Oui, le mot de la fin que je vais partager avec l'ensemble de nos compatriotes, c'est de
de leur dire que, en fait, je comprends leur anxiété, parce que bon, lorsque ces Congolais essaient d'entendre ce qui est dit venant de l'autre côté de la RDC sur les velléités expansionnistes du Rwanda, je comprends qu'ils ne peuvent qu'être inquiets, de se dire que oui, bon, ces partenaires qui vont venir chez nous, ils vont certainement venir avec de telles velléités. Je dis non, il n'est pas question que des légions, des militaires rouges, pas des Rwandais viennent chez nous, non. Ce n'est pas peut-être 10, 20 ou 30 investisseurs qui vont venir exploiter nos terres agricoles en partenariat avec des compatriotes. Ce ne sont pas ces Congolais ou ces 30 Rwandais qui vont venir mettre en péril la stabilité du Congo. Moi, je ne pense pas. Dire cela fait même croire à l'opinion que oui, ils seront des milliers et des milliers à venir s'installer chez nous. Je crois que c'est faire preuve même d'un réductionnisme manichéen. On ne peut pas jouer sur ou piloter la conscience des Congolais en leur inoculant des mensonges, alors que, bon, nous on connaît jusque-là la personne que représente le président Denis Sassou Nguesso, on connaît la vision que lui, il se fait de la coopération internationale et de la jalousie que lui il exprime pour l'indépendance de son pays. Alors, ce n'est pas ce Congo-là qu'on va venir manipuler. Est-ce que le président n'est pas justement entraîné par son ministre de la coopération? Mais non. Mais comment pouvez-vous dire de telles choses, monsieur Péa? Le président de la République, mais c'est un homme cartésien et qui sait faire l'équilibre des choses et qui, en dernier ressort, adopte la posture nécessaire qui doit s'imposer. Le Congo, c'est un pays qui faut du respect. Il n'est pas de bonne loi que nous le réduisons à un valet d'un État sous-régional qui a certainement des velléités ailleurs. Non, je ne pense pas. Le Congo et le Rwanda coopèrent d'égal à égal. Les capitaux rwandais, ce sont des capitaux qui viennent pour booster notre économie d'une certaine façon. Il revient à nous aussi, nous les Congolais, si nous sommes intéressés par la réciprocité de ces accords, que nous aussi, si nous avons des entrepreneurs intéressés par la destination Rwanda, ben que ces entrepreneurs-là fassent preuve d'ingéniosité afin qu'ils envahissent aussi l'espace rwandais. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Si vous avez également un mot sur la jeunesse congolaise, puisqu'il s'agit de oui, la jeunesse. Pour la jeunesse congolaise, je pense que le président de la République a vu juste. Maintenant, il revient à nous, en tant que Congolais, de suggérer aussi au gouvernement d'exploiter d'autres pistes. Moi, je pense que les emplois dont on parle, on doit tenir compte, évidemment, de la donne actuelle, par le biais des mécanismes que nous avons qui sont à portée de voie, que nous pouvons juste exploiter. Mais en dehors de ces mécanismes-là, nous pouvons aussi exploiter des anciennes pistes qui consistent à identifier ces entreprises-là et à essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer de les réhabiliter. Parce qu'une usine comme Kisundi à l'époque, elle pouvait déjà employer 2000, 3000 personnes en emploi direct. C'est un mécanisme, c'est une piste aussi qu'on peut exploiter. On peut, par le biais toujours de nos partenariats, chercher des repreneurs au niveau international, si nous n'avons pas des capitaux nationaux qui peuvent s'y intéresser, de créer une sorte de plan Marshall pour que toutes ces entreprises-là qui ont existé hier soient réhabilitées et pour que, bon, on cherche de ce que nous faisons actuellement, que cet actif-là, qui peut être mis en exergue, contribue aussi à résorber les questions de chômage des jeunes.